18h politique continue. Le juge d'instruction Marc Trévidic, 50 ans, spécialisé dans la lutte contre les réseaux terroristes, est notre invité ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Marc Trévidic, auteur de plusieurs essais sur le terrorisme et aussi romancier. Son premier roman, Aram. Alors je prononce peut-être pas bien. Hein. Le rêve en arabe vient d'être publié aux éditions Jean-Claude Lattès. Une histoire de transmission, une histoire d'amour sur fond de printemps tunisien et de montée de l'islam radical dans cette nouvelle démocratie. Une histoire des arts aussi, parce qu'on découvre de la part du personnage principal, et j'imagine de la part de l'auteur, une passion pour la musique, la poésie et la peinture, et même les trois à la fois. On va y revenir longuement évidemment dans la deuxième partie de cette émission, mais d'abord évidemment l'actualité avec peut-être ces deux images, un rappel de ce qu'a été le 11 janvier 2015, donc cette grande mobilisation, plus de 4 millions de personnes dans les rues en France pour rendre hommage aux victimes des attentats de janvier, puis on verra comment ces attentats ont été commémorés aujourd'hui. D'abord le 11 janvier 2015. On baisse pas un peu ce pied parce que là je trouve qu'il est un petit peu. Des gros plans, Jérôme. Alors c'était l'une des images, évidemment, l'une des nombreuses images du 11 janvier 2015, celle de cette cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement du monde entier, mobilisés, solidaires de la France, solidaires des Français. Ça avait d'ailleurs provoqué plusieurs polémiques sur la présence dans ce cortège de chefs d'État et de gouvernement, pas forcément très en accord avec nos valeurs démocratiques. Et puis il y avait ce matin cet hommage plus restreint avec les survivants des attaques de janvier et de novembre, les attaques du 13 novembre, avec des survivants et des proches des disparus. Un extrait de cette commémoration ce matin. Je viens ici faire mon devoir. Quel est mon devoir? C'est le vôtre. C'est celui de tous. Défendre Paris, garder Paris. Sauver Paris, c'est plus que sauver la France, c'est sauver le monde. Paris est le centre même de l'humanité. Paris est la ville sacrée. Voilà, hommage ce matin, place de la République aux victimes et aux proches des disparus des attentats de janvier et de novembre, avec les chœurs de l'armée française qui entonnaient les prénoms de Paris, très belle chanson de Jacques Brel, et puis la lecture de ce beau texte de Victor Hugo, également le dévoilement d'une plaque à la mémoire des victimes. Ce soir, un hommage est encore rendu en ce moment même, place de la République, aux victimes de ces attentats. Marc Trévidic, j'ai envie d'avoir votre sentiment, vos sensations à titre personnel et presque intime, parce que vous êtes en contact depuis des années, vous avez été en contact depuis des années avec des victimes du terrorisme qui veulent connaître la vérité sur le fait qu'ils soient victimes ou qu'ils aient perdu des proches, et puis vous connaissiez certaines des victimes des attentats de janvier. Oui, alors je voudrais juste dire une chose qui me tient à cœur, c'est que des victimes de terrorisme, il y en a partout dans le monde, il n'y en a pas qu'à Paris, et c'est important. Il y a des massacres vraiment d'ampleur dans plein de pays, et depuis longtemps, sur des marchés chiites, en Irak, enfin... Voilà, et c'est important quand même de ne pas les oublier, parce que bon... Les musulmans sont d'ailleurs les premières victimes, et on est très égocentrique, on est très égocentrique par rapport à ça. Hein. Paris, la capitale lumière, donc un mort parisien vaut 10 000 morts ailleurs, hein, c'est à peu près ça. Et ça me fait quand même quelque chose. Pour le reste, j'étais très touché par la mort de mon ancien garde du corps, Franck Bressolaro, qui protégeait Stéphane Charbonnier. Et puis parce que sa famille, je connais sa famille, et que j'ai vu à quel point ça pouvait... je l'ai vu en direct cette fois-ci, à quel point ça pouvait détruire une famille très dure à supporter, même un an après. Et puis j'ai côtoyé beaucoup de victimes, je dirais, abandonnées de la République en matière de terrorisme. Tous ces dossiers de Français tués à l'étranger, alors comme c'est pas en France,
On s'en moque un peu, il faut être clair. Il y a les fameux Karachi, l'attentat de... Voilà, et moi j'ai quand même, chaque année, pendant des années, je les ai réunis, je leur ai expliqué l'évolution. Il y a quand même 86 parties civiles. Et c'est très dur de penser on n'a qu'un pan de la vérité encore. 14 morts en 2002. Oui, et le 8 mai 2002, il y a des dossiers comme ça. Il y a, je pense aussi aux familles des moines de Sibérie, mais même des familles, et j'ai gardé des liens avec les familles des gens tués à Copernic, rue des Rosiers, etc. Donc voilà. Et il y a tous les attentats entre les deux. Les attentats, on en a. Il faut pas les oublier. Toutes ces personnes cherchent encore la vérité. Oui, parce qu'il y a des dossiers où la République ne met pas les moyens et veut parfois même pas qu'ils sortent, clairement. Donc il ne faut pas les oublier. C'est un peu facile de tous se réunir sur tel attentat où tout le monde est d'accord, et puis tel autre, non, là par contre c'est un peu embêtant parce que telle puissance, voilà. Et puis il ne faut pas parler de l'Arabie Saoudite, il ne faut pas parler de l'Algérie, il ne faut pas parler de... Voilà, c'est très sélectif. Justement, est-ce que vous faisiez partie, c'est pour ça que je montrais cette image des chefs d'État et de gouvernement le 11 janvier, est-ce que vous faisiez partie de ceux qui ont été choqués par la présence dans ce cortège de représentants, par exemple, de l'Algérie ou de l'Égypte, dont on sait que ce sont des pays qui ne sont pas forcément en conformité avec nos principes démocratiques? Je n'ai pas été choqué. Le monde de la diplomatie est un monde d'hypocrisie totale. Comment je serais choqué par ça? Comment on accueille des puissants qui ont un double jeu, on nous fait croire qu'il y a une coalition contre le terrorisme et dans lequel il y aura à la fois l'Arabie Saoudite et l'Iran, c'est des foutaises. Donc voilà, je ne suis pas choqué, je suis écœuré à la limite, mais bon, comme d'habitude. Qu'est-ce qui a changé, selon vous, entre le 11 janvier 2015 et demain, le 11 janvier 2016 Qu'est-ce qui a changé en matière de sécurité, de renseignement? On a beaucoup reproché, l'opposition reproche beaucoup au gouvernement en place de n'avoir pas fait assez, de n'avoir pas fait suffisamment entre janvier et novembre. Ce qui s'est passé entre janvier et novembre, c'est effectivement l'idée quand même qui s'est mise en place petit à petit que c'était spécial janvier. C'était Charlie Hebdo. C'était parce qu'ils avaient caricaturé le prophète. Et que donc, c'est pas la France qui était visée. Ça s'est instillé petit à petit. C'est pour ça que, ça n'a pas été conçu comme une alerte rouge maximum. Il y a eu des choses qui ont été faites. C'est complètement différent, là, novembre. Novembre, on a bien compris que ça n'a rien à voir. Alors janvier, c'était les caricaturistes, évidemment, les juifs et les forces de l'ordre qui ont été voilà, mais enfin des choses très ciblées. Donc, comme c'est ciblé, c'est pas tout à fait la même chose. Et là, novembre, effectivement, là, on comprend bien que c'est la France, la démocratie, l'Occident, ce qu'on savait déjà, mais il y en a qui comprennent vraiment clairement. Est-ce que les mesures mises en place entre janvier 2015 et novembre 2013, par exemple, les moyens mis à disposition de la justice et de la police ont été suffisants, selon vous? La justice, il n'y a rien eu de plus, rien. Enfin, j'y étais, donc je vous dis rien. Rien, d'ailleurs. On était lutte à l'instruction antiterroriste. On était lutte quand je suis parti. Ils ont créé un 9e poste en septembre, voilà, point. Au parquet, c'est exactement pareil. Il n'y avait rien eu de changé du tout. Alors maintenant, ils vont mettre des moyens. Ce qui a changé, c'est qu'on a mis énormément de moyens sur le renseignement. Bon, après, effectivement, le temps de recruter, de former, la loi sur le renseignement, qu'elle soit votée, je comprends bien que ça ne peut pas être efficace tout de suite, mais sur la justice, rien du tout. D'ailleurs, je pense que quelque part, on avait déjà l'idée qu'on pouvait se passer de la justice. Donc... Sur qu'on puisse se passer de la justice, c'est pas tout à fait le point de vue de la ministre de la Justice qu'on va entendre tout à l'heure, et on va parler de cette loi antiterroriste, nouvelle loi antiterroriste qui est préparée à la fois par le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice sur la coopération entre les services, notamment les services de renseignement, les services de police, de gendarmerie, les services de justice. Est-ce que vous diriez qu'il y a eu des progrès accomplis? Le problème en France, sur le territoire français, le terrorisme a toujours été concurrentiel, clairement. DGSI est d'un côté sous direction terroriste. La gendarmerie a été exclue du système, alors qu'elle a un bon maillage territorial, sous prétexte que le terrorisme, c'est international, c'est la compétence de la police. Et on a des chapelles qui demeurent. On essaye d'arranger les choses, mais voilà. Est-ce que vous comprenez que c'est absolument inaudible pour la plupart des Français, et singulièrement les familles des victimes, de s'entendre dire qu'on aurait pu mieux faire s'il n'y avait pas cette sempiternelle concurrence, par exemple, entre gendarmes et policiers? Mais en fait, ça peut paraître inaudible. Il faut qu'ils voient aussi que c'est très ancré dans les mentalités, que les logiques de service, les cloisons étanches entre renseignement et justice aussi sont un grand frein pour l'efficacité. Ces choses-là sont très dures
dures à casser, ces barrières sont très dures à casser. Malgré les attentats de janvier. Alors, les attentats de janvier n'ont rien changé là-dessus, et on va voir les attentats de novembre si ça peut vraiment faire évoluer les mentalités. J'en suis pas persuadé. On se souvient de Bernard Cazeneuve au moment des opérations menées de recherche, par exemple, des frères Kouachi, convoquant les services de sécurité, les représentants des forces de l'ordre, en disant maintenant ça suffit, il faut que vous arriviez à travailler ensemble. Si ça ne se fait pas, c'est par manque de volonté individuelle des uns et des autres, ou c'est par manque de volonté politique, ou c'est par manque de dispositifs le permettant? Alors, dispositifs, non. On les a regroupés à Levallois, tous. Ils sont à côté, c'est par étage, si vous voulez. Ils peuvent se voir, etc. C'est vraiment des logiques, même, c'est intellectuel à un moment donné. Vous avez été élevé dans la culture renseignement. Vous êtes un enfant de la DST, devenu DCRI, devenu DGSI, puis vous êtes quelqu'un de la PJ. Police judiciaire. Voilà, et ce sont des gens qui n'ont pas été élevés sur les mêmes bases, les mêmes façons de travailler du tout. Donc, résultat, même si on leur dit maintenant vous bossez ensemble, ils ne savent même pas comment faire. Mais vous êtes en train de nous dire qu'on a perdu un an sur cette question. Parce que rien n'a changé, nous dites-vous, par rapport à janvier 2015. On n'a pas perdu un an. Ça a été un coup de semonce. On a commencé à réfléchir, à modifier le système. Ça n'a pas été suffisant parce que les gens n'ont pas compris que quand on tue un dessinateur, c'est aussi grave que tuer n'importe qui et qu'il n'y a pas, et qu'on est dans une démocratie. Les libertés d'expression se protègent comme toutes les autres valeurs. Oui, mais je redis, pour revenir sur cette question de la transmission de renseignement, la fluidification du renseignement, l'efficacité des forces de l'ordre, qu'elles ont été visées elles-mêmes pendant les attentats de janvier, que l'armée a été visée quand Mohamed Merah a perpétré ses attentats à Toulouse et à Montauban. Donc on peut se dire qu'en tout cas parmi les forces de l'ordre, il y a une prise de conscience de la réalité de la menace. Oui, maintenant tout le monde a pris conscience de la réalité de la menace, mais prendre conscience et décider une bonne fois pour toutes qu'on va casser des barrières institutionnelles, le renseignement et la justice, quelle barrière institutionnelle? Enfin, c'est phénoménal. Je veux dire, on ne peut récolter que des miettes de ce que récolte le renseignement pour nous en servir dans les procédures judiciaires. Or, c'est nous qui arrêtons les gens. La vraie question, c'est à quoi sert le renseignement en France, renseignement intérieur? Est-ce qu'il sert à arrêter les gens, les empêcher de nuire, ou est-ce qu'il sert à rien, en fait? Est-ce qu'il sert à... On fait mon boulot de renseignement, à faire des fiches ES et puis à tourner autour des gens? Ou est-ce qu'on veut aller au fond des choses? Voilà, et ça, désolé, dans une démocratie, il faut que la justice ait les moyens, y compris les informations des services de renseignement. Donc la justice manque de moyens. On va regarder ce sondage qu'on a fait réaliser par BVA Orange pour cette émission. En tout cas, les Français, eux, ont le sentiment ont tout à fait la conscience de la réalité de la menace terroriste, puisque 96% pensent qu'elle est élevée, et ils ont confiance dans l'armée et dans la police, beaucoup moins, vous allez voir, dans le gouvernement et dans l'exécutif pour faire face à cette menace. On parlait à l'instant de la coopération entre services du renseignement, de la justice et forces de l'ordre. La coopération au niveau européen, on s'est aussi beaucoup posé la question au moment des attentats du 13 novembre, en découvrant à quel point Molenbeek, un quartier en particulier dans la banlieue sur le territoire de Bruxelles, pouvait fournir non seulement des candidats au djihad, mais des djihadistes qui commettent des attentats. Oui, mais c'est un peu facile de taper sur les Belges. Ils font tout ce qu'ils peuvent, les Belges, je vous assure. Ils donnent les infos qu'ils ont quand ils les ont. Alors, eux aussi ont une particularité belge, les services, le bilinguisme, trilinguisme, enfin, etc., les difficultés, le fait qu'ils ont énormément de jeunes qui sont partis, les frontières sont ouvertes pour eux aussi. Si on avait eu un groupe à Saint-Denis qui avait été faire un attentat en Belgique. D'ailleurs, on voit qu'ils pouvaient venir à Saint-Denis facilement aussi. Il n'y a pas que à Molenbeek. Et on aurait dit quoi? Les Belges auraient dit, c'est à la France, vous n'avez rien fait. En fait, la vérité, c'est qu'un groupe peut s'installer en France pour commettre un attentat, comme en Belgique, tout à fait facilement. Ils l'ont montré en étant à Saint-Denis. Donc arrêtons avec les Belges. On est autant une passoire qu'eux. C'est ce que pense également, même s'il ne l'exprime pas de la même façon, François Molins, le procureur de la République de Paris, qui est un invité de nos confrères de France Inter cette semaine et qui se dit très pessimiste concernant la suite et la réalité de la menace. Écoutez-le. Je confirme, il n'y a absolument aucune raison d'être optimiste parce que effectivement, on a une menace grandissante, on a une menace protéiforme qui me fait dire qu'aujourd'hui le risque zéro n'existe pas et n'existera jamais. C'est peut-être dur à entendre, mais il faut le savoir. Et
que, effectivement, à travers la diversité du public et la diversité des modalités de passage à l'acte, les incidences du conflit avec Daesh en Syrie, on est clairement sur un phénomène qui s'inscrit, j'allais dire, dans la durée et qui risque effectivement de durer plusieurs années. Alors, est-ce que sur ce point, on peut mettre d'accord un procureur et un juge d'instruction ? Alors, franchement, j'ai rarement été en désaccord avec François Molins, que j'apprécie beaucoup. Je suis parti, j'ai pas de raison. Voilà, mais parce que c'est quelqu'un qui a aussi sa parole, qui a une efficacité. Le parquet antiterroriste est efficace. La seule chose, peut-être, c'est que, par contre, il répondra moins facilement à vos questions si vous lui demandez est-ce que c'est normal les assignations à résidence, les perquisitions administratives, que moi. Mais sur le reste, il n'y a pas de problème. On va en parler tout à l'heure. Ça fait des années que la France, évidemment, est ciblée par le terrorisme. Vous rappeliez tout à l'heure l'attentat de la rue des Rosiers, par exemple. Ça fait plusieurs années que nous sommes en situation de vigilance très forte, que ce plan Vigipirate est mis en œuvre et qu'on atteint les niveaux quasiment maximaux de cette alerte. Qu'est-ce qui pêche ? Qu'est-ce qui fait que des attentats massifs comme ceux qui ont frappé la France le 13 novembre sont encore possibles ? Ce qui fait, c'est que l'idéologie, malgré tout, la capacité de recruter qui est liée à cette idéologie n'a pas baissé, a augmenté. De toute façon, on ne s'en sortira pas si on n'arrive pas à lutter contre cette idéologie. Ça reste quand même le vecteur fondamental. La meilleure preuve en est, c'est qu'on a relativement détruit Al-Qaïda. Bon. On arrivera à détruire l'État islamique. Ils ne vont pas rester en Syrie, en Irak jusqu'à la fin des temps. Et puis, un troisième groupe terroriste puissant se créera à un moment donné. Parce que la cause, c'est quand même la capacité d'embrigader par leur idéologie des gens partout, à l'intérieur de différents pays. Donc, c'est là où on a péché, puisque là, on n'a rien fait. Et c'est beaucoup plus facile aujourd'hui qu'à l'époque du GIA ? Le GIA, c'était plus politique, c'était plus franco-algérien. On s'occupait des affaires algériennes, c'était plus nationaliste finalement. On n'était pas dans le GIA international, c'est pas la même problématique. Là, je crois clairement. Aujourd'hui, c'est pas plus facile, mais les gens ont pris conscience. On a enfin commencé à s'occuper des problèmes de radicalisation, des radicalisations, Internet. Je me souviens les discussions en 2003. Il faut laisser les sites internet ouverts parce que c'est là qu'on puise nos renseignements. Bravo les services de renseignement. Ils ont bien calculé leur coût. Résultat, 10 ans après, on a infiniment plus de jeunes radicalisés qu'avant. On a tout gagné. Alors justement, qui sont ces terroristes ? C'est une question qui revient très souvent. Dans votre roman, j'y reviens. Je parlais de transmission tout à l'heure, puisque c'est l'histoire de Paul, qui est un peintre français qui s'installe au départ pour quelques semaines et puis finalement reste beaucoup plus longtemps que prévu en Tunisie. Il élève par transition, par transfert quasiment 2 enfants, une petite fille et un petit garçon, Amal et Issam. Il leur enseigne le goût de la peinture, de la poésie, de la musique, singulièrement le piano. Il crée avec eux tout un projet culturel et artistique. Et l'un de ces 2 enfants devient un salafiste, un terroriste, perpètre des actes terroristes. On est loin du cliché du jeune désocialisé, victime de ségrégation, acculturé et peu instruit. Décervelé, etc. Oui. Parce que ça correspond à une frange des personnes que j'ai eues en face de moi, certes minoritaire, mais la frange intellectuelle. Je ne crois pas que Ben Laden était bête ni non cultivé. Il a été dans les écoles en même temps que les princes saoudiens à Riyad. Voilà. Ça n'a pas empêché la force de cette idéologie qui consiste à dire aux gens que finalement vous êtes dans la vérité, vous êtes les meilleurs, les autres sont des mécréants. Et voilà, c'est ça la bonne voie. Et puis il y a cette particularité, c'est les rencontres, les gens qui nous emmènent sur cette voie-là. Les idéologies, le marxisme-léninisme, il y avait des intellectuels, un paquet, il n'y avait pas que des jeunes écervelés non plus, qui est plongé là-dedans. Les idéologies ont cette puissance, c'est pour ça qu'il faut la combattre. Ça ne touche pas que les populations désœuvrées, bien sûr que c'est la masse, mais il faut aussi des chefs, des leaders, on n'a pas le même langage avec eux. Mais montrer quelqu'un de qualité qui est plongé dans la culture artistique, l'antithèse totale du fanatisme religieux peut basculer aussi. Ça me paraissait plus intéressant que prendre quelqu'un qui chômeur, RSA. Et c'est le cas dans la réalité. Ce n'est pas que dans votre roman. Bien entendu, j'ai vu des gens très brillants devant moi.
D'ailleurs, c'était très enrichissant et très bien pour moi. C'était très intéressant, il faut bien le reconnaître, mais un peu glaçant. Est-ce que vous diriez, comme Olivier Roy, le sociologue, qu'il ne faut pas parler d'islam radical, mais de radicalisme islamisé ? De radicalisation de l'islam. De radicalisation de l'islam, oui, on se sert de l'islam. Des jeunes qui sont finalement, qui ont envie de radicaliser, c'est-à-dire d'être en confrontation avec une société, finalement se servent de l'islam, transposent leur volonté, se servent de l'islam pour ça. Mais la vérité, c'est qu'ils veulent d'abord une rupture, un changement, une sorte de révolution, et que la religion n'a pas l'importance qu'on lui donne dans ça. Oui, si c'est ça le sens d'Olivier Roy, je pense que oui. La Tunisie et sa révolution sont un personnage de votre livre. Oui. C'est un pays qui est considéré comme un exemple, comme un phare de la démocratie dans le monde arabe. Sauf qu'il y a quand même loin de cet objectif à la réalité quotidienne des Tunisiens. On a beaucoup entendu dire quand il y avait des débordements qui étaient signalés et quand beaucoup de femmes s'entendaient intimer l'ordre de porter le voile, par exemple, que voilà, c'était une très jeune démocratie, qu'il fallait lui donner le temps de s'adapter à la modernité. Combien de temps il faut donner à la Tunisie ? Est-ce que, pour le coup, vous êtes optimiste pour ce pays ? Mais moi, je suis optimiste. Vous vous rendez compte quand même que la difficulté d'un société tunisienne de venir dans la rue quand on est une femme, de dire non au changement du statut de la femme, de manifester lors de la journée de la femme en août, alors que Ennahda a pris le pouvoir, alors qu'on veut changer la constitution, alors qu'on veut dire que les femmes ne sont plus l'égale de l'homme mais leur complément. Ces jeunes femmes ont été admirables et la société laïque tunisienne, la résistance a été admirable, alors qu'ils étaient infiniment plus en danger. Enfin, en Tunisie, quand vous l'ouvrez, entre guillemets, vous avez en voisin de palier des islamistes. C'est ça la réalité. Ils sont beaucoup plus courageux que nous. Voilà. Vous dites d'ailleurs que vous tenez à remercier pour ce roman toutes les Tunisiennes et tous les Tunisiens qui se battent pour prouver qu'un pays musulman peut être une démocratie ouverte sur le monde et les autres cultures, et que la femme est bien l'égale de l'homme et non son complément. Cette question de l'égalité homme-femme qui passe parfois au second plan dans cette lutte contre le djihadisme, est-ce qu'elle est pour vous centrale dans la diffusion des idées djihadistes ? Oui, elle est centrale dans l'idée tout de même de la toute-puissance de l'homme musulman salafiste pour imposer sa culture, sa façon de voir les choses, y compris aux musulmans. Bon, c'est phare la femme parce que on a quand même, c'est 50% de l'humanité. On a des gens qui on a des sociétés qui ont acquis cette égalité. Elle n'est pas encore vraie partout, mais durement. Regardez les femmes, l'avortement a été permis en Tunisie avant de l'être en France. Bon, il y a quand même ces droits de la femme essentiels, et c'est le symbole du retour en arrière. Parce que ces religions-là, enfin leur côté radical, c'est un retour en arrière dans l'obscurantisme. Les femmes n'étaient plus voilées, on les revoile. Les femmes avaient le droit de voter, elles voteront plus. Les femmes peuvent conduire, elles conduiront plus. C'est le retour en arrière et son symbole de ce risque de retour en arrière qu'on ne voit pas chez les hommes, parce que les hommes, ça ne change rien pour eux. Excusez-moi, à part qu'ils ont une calage, qu'est-ce que ça change ? Ils peuvent sortir comme ils veulent, ils n'ont pas besoin d'un quelqu'un qui les accompagne dehors. Voilà, bon, c'est facile. Et la Tunisie est le plus grand pourvoyeur de salafistes. Voilà, par habitant, parce que c'est le résultat de Ben Ali. Grande prévalence. C'est le résultat de Ben Ali. On a éduqué les Tunisiens, ils ont fait des études, ils n'avaient aucun avenir. Rien qui se présentait à eux, les jeunes Tunisiens. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent en Tunisie ? Rien. Sous l'ère Ben Ali, ils ne pouvaient rien faire. La seule porte de sortie, c'était l'islamisme. Donc il y a une frange qui s'est jetée là-dedans. Alors on a parlé des femmes, autres cibles directes des djihadistes, tous ceux qui ne pensent pas comme eux, on l'avait rappelé tout à l'heure, et aussi évidemment il y a parmi tous ceux qui ne pensent pas comme eux des musulmans qui selon eux n'appliquent pas de façon assez rigoriste les principes du Coran. Il y a aussi évidemment l'ennemi de toujours qui est le juif. Le 9 janvier dernier en France, 4 juifs étaient tués à l'Hyper-Cacher de la porte de Vincennes à Paris, parce que juifs. Un hommage leur était rendu hier. Écoutez un extrait du discours de Manuel Valls. Détermination également à lutter contre l'antisémitisme. Il est là, toujours là, virulent, charrié à longueur d'écrits, de déclarations, de ces manifestations, alors qu'au cœur de Paris, capitale de la liberté, il y a quelques mois, on a crié de nouveau « mort aux Juifs », de prétendus spectacles par des négationnistes en tout genre,
Je les ai combattus, nous les avons combattus et nous continuerons à le faire. Il y va de l'honneur de la République. Il est là sur les réseaux sociaux, il est là dans les paroles et dans les actes et dans cette détestation compulsive de l'État d'Israël. Non, cela est inacceptable. L'antisémitisme, qu'il vienne de l'extrême droite ou de l'extrême gauche, qu'il vienne du fond des âges ou aujourd'hui d'une partie de la jeunesse de nos quartiers, doit être combattu avec la même détermination parce qu'il en va de la République et parce qu'il en va de nos valeurs. Alors cet antisémitisme, c'est l'un des moteurs évidemment du djihadisme. Est-ce que les Français juifs sont encore des cibles principales des menaces terroristes pesant sur la France ? C'est difficile à dire. C'est vrai que c'est une cible facile. C'est-à-dire que dans le langage courant sur les sites islamistes ou les cibles faciles, il y a effectivement les juifs. Voilà, c'est une cible open. Quand on ne sait pas quoi faire, grosso modo, on va à l'hypercachère. C'est à peu près ça le problème de Koulibaly. D'un autre côté, ils sont toute la population française, les cibles potentielles. On l'a vu le 13 novembre. Donc il ne faut pas s'arrêter à ça et surtout penser que si c'est une cible juive, finalement c'est ciblé, donc ça ne nous mettrait pas en cause tous. Bon, on se souvient de discours, enfin de paroles un peu maladroites après la rue Copernic. Oui, de Raymond Barre notamment. Mais donc il faut se garer de ça. Les Juifs et les Français innocents. Si un terroriste tue quelqu'un de confession juive en France, tue un dessinateur, il s'en prend à la France d'une manière générale. On ne fait pas de tri. Ça sert à rien de dire là ils sont préjuifs, c'est encore pire. C'est pas pire. C'est pas pire. C'est pareil. C'est pareil. Mais on a presque eu l'impression que c'était l'inverse qui se produisait dans l'opinion en général, c'est-à-dire que ce qui s'est passé à l'hypercachère était relatif par rapport à ce qui s'était passé à Charlie et relatif par rapport à ce qui s'est passé le 13 novembre. Exactement la même chose. Tout Français, quelques musulmans aussi, croyaient que quand ils rentrent au Bataclan, ils demandent « t'es musulman, t'es pas musulman ?» Si une bombe explose dans le métro, les musulmans comme les juifs peuvent être tués, des enfants comme des femmes comme des hommes, quelle que soit leur confession, le terrorisme, ils s'en moquent complètement, c'est pas leur problème en fait. Donc voilà, il ne faut pas faire de différence. Je reviens au début de cette interview avec quand on parlait de Montauban et de Toulouse, les gendarmes et les militaires, plus au-delà des gendarmes, les militaires étaient particulièrement ciblés, soldats j'entends, par Mohamed Merah. Lors des attentats de janvier, il y a eu également des policiers qui ont été tués. Peut-être parce qu'ils étaient au mauvais endroit, au mauvais moment. Est-ce que, on parle à l'instant des Juifs, est-ce que les forces de l'ordre sont aussi des cibles privilégiées ? Oui, ils représentent l'autorité. Donc ça, on peut tout à fait le comprendre. On a des policiers aujourd'hui, des militaires qui prennent des risques, mais ils prennent des risques aussi sur les théâtres d'opération au Mali ou à différents endroits. Maintenant, un policier peut être une cible individuelle, j'allais dire, quelque part. On l'a bien vu dans ces phénomènes-là. Mais là aussi, qu'est-ce que ça veut dire ? On va pas faire... les policiers ne vont pas se protéger eux-mêmes. Donc ça, c'est un peu sans fin. La vérité, c'est que les policiers, il faut qu'ils soient bien armés, qu'ils soient bien équipés. C'est pas avec un pistolet automatique qu'on répond à une Kalachnikov. Il faut leur donner des pistolets mitrailleurs, des choses qui tiennent la route, du bon matériel, c'est clair. Parce qu'ils doivent pouvoir intervenir aussi, même s'ils ne sont pas ciblés, et répondre avec de l'armement adéquat. Et le fait que gendarmes et policiers aient désormais la possibilité de garder leurs armes, même en dehors des heures de service. Très bien, pourquoi pas. Aucun problème là-dessus. Franchement, je ne vois pas où est le problème. Alors, à condition qu'on les forme suffisamment. Parce que si c'est faire un exercice de tir tous les 2 ans et tirer 3 cartouches au stand de tir, ça ne veut rien dire. Il faut aussi qu'ils aient assez de cartouches et qui s'entraînent. Voilà. Alors justement, à propos de la police et de la justice, plus de police, où est la justice ? C'est la question qu'on s'est beaucoup posée cette semaine avec les révélations de la presse, du Monde, de l'AFP, d'autres journaux, sur le projet de loi du gouvernement, nouveau projet de loi antiterroriste, le gouvernement qui va légiférer par ordonnance pour les dispositions les plus polémiques de ce projet. C'est un texte qui veut renforcer les droits des préfets et des procureurs qui donc dépendent directement du ministère de l'Intérieur et du ministère de la Justice, et les procureurs en tout cas réputés peut-être moins indépendants que les juges d'instruction. Et il s'agit, je cite, de renforcer de façon
pérenne les outils, les moyens mis à disposition des autorités administratives et judiciaires en dehors du cadre juridique temporaire mis en place pour l'état d'urgence. Vous allez nous dire si vous pensez que c'est un passage à l'état d'urgence permanent après qu'on aura écouté François Hollande, justement, lors de ses vœux aux forces de l'ordre cette semaine, qui évoquait cette question de l'équilibre entre justice et police. Nos libertés doivent être garanties. La lutte contre ceux qui veulent les attaquer, ces libertés, ne saurait justifier de les amoindrir. La France sait ce qu'elle perdrait à négliger les valeurs qui la fondent. Aussi, pour sortir de l'état d'urgence, sans nous affaiblir, le gouvernement a souhaité que de nouvelles mesures législatives puissent être soumises au Parlement. Toutes ces mesures seront placées sous le contrôle du juge, car c'est une garantie pour la régularité et la légitimité de ces actes, qui sont forcément limités dans le temps et dans la lutte contre le terrorisme. Alors, est-ce que vous êtes rassuré par ce propos de François Hollande ? Bon, j'ai lu le projet, j'ai réussi à me le procurer. Il y a des choses qui sont bonnes, par exemple tout le volet sur lutter contre le trafic d'armes, il était temps qu'on prenne ça au sérieux, parce qu'un trafiquant d'armes, quand il vend des armes, il se moque que le gars soit barbu ou pas. Clairement, il fait du business. Maintenant, il y a des choses qui ne sont pas admissibles, comme par exemple des assignations à résidence par le préfet de façon pérenne. Pour les gens qui vont... Sur une période limitée, hein, tout de même. Hein. C'est l'idée d'assigner à résidence des personnes qui sont de retour de zones de djihad, contre lesquelles il n'y a pas assez d'éléments. Oui, mais voilà, quelqu'un revient d'une zone de djihad. Alors, il n'y a pas de preuves, donc on ne peut pas prendre un juge puisqu'il n'y a pas de preuves. Hein. Le juge ne pourra rien en faire. Donc, comme il n'y a pas de preuves, on va l'assigner à résidence. Ok, c'est 1 mois, mais pendant 1 an maximum, vous pouvez lui interdire de fréquenter certains lieux, de sortir de certains endroits, de rencontrer certaines personnes. Il doit donner toutes ses identifiants, etc. Et on dit qu'il y a un contrôle d'un juge. Vous savez pourquoi on dit ça ? C'est l'hypocrisie actuelle, parce qu'il y a juge administratif. Vous savez bien, on est l'un des rares pays au monde où il y a 2 ordres de juridiction, juridiction administrative et judiciaire. Dans les autres pays, c'est le juge judiciaire qui contrôle l'action de l'État. Pas en France, parce qu'on ne veut pas d'autorité judiciaire qui tienne la route. Donc, a posteriori, un juge administratif va venir dire « Ah, l'assignation à résidence d'1 mois, elle n'était pas justifiée. » Oui, mais il l'aura faite quand même. Hein. Et puis, il a donné ses identifiants. « Ah, ben, il n'aurait pas dû parce que ce n'était pas justifié. » C'est de la posteriori. Ce n'est pas du contrôle juridictionnel. Ce n'est pas conforme à nos principes, pas conforme à la Convention européenne des droits de l'homme. Mais il y aura des vrais problèmes par rapport à ça, parce que les juges judiciaires, je ne suis pas sûr qu'ils accepteront ce genre de choses. Oui, mais en même temps, on a bien vu avec les attentats de janvier, avec les attentats de novembre, qu'il y a des mailles plus ou moins lâches dans le filet. Et qu'en dépit des dispositifs mis en place, des terroristes, y compris parmi les terroristes du 13 novembre, ont pu circuler en Europe, partir, revenir. Et même avec des mandats d'arrêt. Parfois avec des mandats d'arrêt. Et alors, qu'est-ce que ça va changer, cette chose-là ? Si quelqu'un qui a un mandat d'arrêt de la justice ne peut pas être arrêté, vous croyez vraiment que s'il était à son domicile, on sait qu'il y est et qu'il a un mandat, il est arrêté. Donc celui qui va être assigné à résidence, c'est parce qu'on sait qu'il est là. Hein, donc c'est pas ça qui va les permettre de détecter. C'est pas ça qui va... Bon. Et au bout d'1 mois, ces gens-là, qui ont été assignés à résidence et qui n'ont rien fait de mal pendant 1 mois, fatalement. C'est pas quand ils vont être assignés qu'ils vont faire des attentats. Et qu'est-ce qui va se passer au bout d'1 mois ? Qu'est-ce qu'on aura changé au problème ? Très franchement, et pourquoi pérenniser quelque chose qui est contraire à tous les principes, c'est-à-dire que le judiciaire est le seul qui doit prendre des mesures attentatoires aux libertés. On crée des contrôles judiciaires sans juge. Quel sens ça a ? Sur les contrôles d'identité, sur les fouilles, les perquisitions de nuit, sur les fouilles de coffres, est-ce que vous êtes également... qu'on fasse des fouilles de coffres, en plus des contrôles d'identité, dans des moments où il y a un père, etc., je trouve ça justifié. Ça me gêne pas. C'est quand même complètement différent d'assigner quelqu'un à résidence, de lui demander ses identifiants. Je précise d'ailleurs qu'une fois qu'il aura donné ses identifiants, il va certainement pas se servir de cela, si vraiment il a quelque chose à se reprocher. Mais bon. Mais si est-ce que le nœud du problème, c'est pas plutôt la question du contrôle par le parquet ou par la police judiciaire, qui est donc de la police et non du judiciaire, plutôt que par un juge. Si toutes ces mesures-là étaient mises sous la responsabilité et soumises à autorisation du juge d'instruction, est-ce que vous seriez aussi choqué ?
Mais toutes ces mesures, on les a déjà. Un juge d'instruction, s'il y a des preuves, c'est pas... Un juge d'instruction, s'il a des preuves, il a tous les pouvoirs. Il met en examen, il met sous contrôle judiciaire, il peut mettre en prison. C'est pas... Le problème, c'est qu'on veut se passer de preuves. C'est ça le problème. On veut se passer... C'est si on n'a pas de preuves... Donc c'est de l'arbitraire. Mais quand vous n'avez pas d'éléments, ça veut dire que sans éléments... Vous savez comment un tribunal administratif apprécie une assignation à résidence? Au vu d'une note blanche de la DGSI. Voilà. On ne sait pas d'où viennent les preuves ni comment. Mais alors comment fait-on pour éviter que ces terroristes passent à travers les mailles du filet, pour éviter la propagation de leurs idées, le recrutement de centaines, voire de milliers de jeunes candidats au djihad, pour prendre une expression? Tout à fait. D'ailleurs, le recrutement et l'idéologie, ça passe par les sites internet, par des réunions, etc. Ce n'est pas ces mesures-là qui vont changer grand-chose, mais on permet que le juge ait accès aux éléments qui sont détenus par les services de renseignement, très clairement, les éléments qu'ils ont obtenus. Tout simplement, pour que c'est une valeur légale, il faut que ce soit les juges qui les ordonnent. C'est tout le problème de la loi sur le renseignement. C'est peut-être technique, mais c'est essentiel. Et puis, et d'autre part, on donne des moyens pour faire des enquêtes. Les preuves, ça se trouve. Il faut les enquêteurs pour les trouver. Et une fois qu'on les a trouvés, on met les gens en prison. C'est une question de moyens dévolus à la justice uniquement. Attendez, regardez, ça, j'ai juste photocopié une page du projet. Article 21, pour l'assignation à résidence dans le projet actuel. Toute personne qui a quitté le territoire national pour accomplir des déplacements à l'étranger ayant pour objet la participation à une activité terroriste, premier cas. Ça, c'est des terroristes dans ce cas-là. Soit il y a des preuves, soit il n'y a pas de preuves. On peut pas tourner autour du pot. Donc on peut passer par le juge. Mais vous voulez un système où on prive de liberté les gens sans preuve. C'est pas une question de juge. Je veux rien. C'est pas une question de juge. Non, mais je sais bien. C'est pas une question de juge. C'est à partir de quel moment on porte atteinte à sa liberté à l'individu. Sans aucun élément ou il faut un minimum d'éléments. Vous étiez déjà de ceux qui dénonciaient très fortement, de façon très virulente, la mise en place et la prolongation automatique de l'état d'urgence. La mise en place, l'état d'urgence, il faut un péril imminent. Bon. Le péril imminent, ça veut dire quoi? Combien de temps ça dure? Si on estime que le terrorisme, on n'en a pas fini avant 30 ans, c'est-à-dire qu'on est en état d'urgence pendant 30 ans. L'état d'urgence, ça doit servir parce qu'un groupe terroriste vient de frapper et qu'il est encore dans les rues et que pendant 8 jours, il faut vraiment prendre des mesures exceptionnelles pour cadenasser. Ça a tout à fait justifié. Mais après, ça a quel sens? Ça a quel sens? Et puis la loi sur l'état d'urgence, elle ne s'applique pas qu'aux terroristes. Une fois que sous l'angle terroriste, on a voté l'état d'urgence, elle s'applique à tous ceux qui troublent leur public, y compris des écolos. Parce que c'est la réalité, vous ne trouverez pas le mot terroriste dans la loi sur l'état d'urgence. C'est même pas prononcé, c'est même pas écrit. Mais ça veut dire qu'il faut le réformer, comme François Hollande le souhaite, avec cette réforme constitutionnelle, ou qu'il faut simplement appliquer les lois déjà existantes, qui sont nombreuses. Je crois qu'il faut être clair et franc. Quand on vote une loi sur le renseignement après les attentats de janvier, et qu'on dit c'est pour lutter contre le terrorisme, on vote une loi sur le renseignement terroriste. Et on ne parle pas de l'intelligence économique, on ne met pas 7 autres thèmes autour. Quand on fait une loi sur l'état d'urgence, on dit les mesures qui seront prises, ce seront pour lutter contre le terrorisme. Pas toute personne qui trouble l'ordre public. Là, pareil, c'est criminalité organisée, c'est pas que le terrorisme. On en profite, si vous voulez, pour mettre des choses qui n'ont rien à voir avec le terrorisme. Alors, il nous reste peu de temps. Je voudrais quand même qu'on reparle de votre livre, Alam, aux éditions Jean-Claude Lattès. C'est un roman, hein, Le Rêve. Le livre, Alam, le rêve, c'est le mot français pour Alam. C'est le livre de rêve, et peut-être votre rêve d'ailleurs, qui est d'associer plusieurs disciplines. Vous dites par le chant, les mots sont devenus mélodies. La poésie s'est alliée à la musique dès les débuts de l'humanité. Jamais, cependant, la poésie des mots n'a pu être mise en peinture. Et c'est en partie le cœur du livre. Oui, parce que c'était pour moi quelque chose de très profond de montrer l'unicité de l'art. Qu'en fait, il n'y a pas des arts séparés, mais il y a l'âme artistique et qu'on peut effectivement peindre la musique, peindre les mots, mettre en musique la peinture. Et donc j'ai essayé d'imaginer un artiste, j'espère, assez doué, qui puisse créer ce système. Mais je voulais aussi montrer ça par rapport à l'unicité de Dieu, en fait. C'est-à-dire l'idée générale que, quelque part, on nous dit il n'y a que Dieu qui crée, l'homme n'a pas le droit de créer. Et moi, je viens dire, l'art, c'est le témoignage, finalement, de l'intelligence de Dieu, parce qu'il a créé des hommes capables de créer. Il y a une contradiction là-dedans. Et aujourd'hui, on est en train de nous dire, dans ce choc de culture, l'homme ne peut pas imiter Dieu, donc il ne peut rien créer. Il n'a pas le droit de faire de musique, il n'a pas le droit de faire peinture, au moins figurative, il ne peut pas peindre d'animaux, dessiner. C'est ça le débat aujourd'hui. Il faut lutter contre l'idéologie complètement absurde qui veut faire croire que le beau est laid.
C'est le livre donc d'un homme épris de culture, épris de liberté, avec Aram, donc la personnage principale qui est une jeune fille puis une jeune femme qui se bat pour la liberté des femmes en Tunisie. C'est aussi une histoire d'amour touchante, enfin comme toutes les histoires d'amour, mais en tout cas décrite de façon très sensible, et vous ne l'aviez pas vu venir. Ah non, c'est vrai. Mais non, j'avais pas prévu que Paul tomberait amoureux d'Alam et inversement. Et en fait, grosso modo, à un moment donné, j'écrivais, j'ai eu envie d'être amoureux d'Alam. Oui, parce que c'est ce qu'on ressent c'est ce qu'on ressent en lisant le livre, en fait. Vous tombez amoureux de votre personnage. Voilà, du coup, j'ai demandé à Paul de tomber amoureux d'Alam pour continuer le livre. Par transitivité. Poésie, peinture et musique mêlées, ça nous a fait penser à Pierre Boulez. Oui. Regardons cet extrait du Marteau sans maître, qui est donc une association entre la poésie de René Char et la création musicale de Boulez. Boulez, génie de la création, géant du XXe siècle, qui a donc disparu en début de semaine. C'est un artiste qui vous a inspiré ? Pour le livre, je n'ai pas pensé à lui, clairement, mais c'est un très grand artiste. Bon, maintenant que vous me le dites, ça me paraît évident. Moi, j'ai pu penser à des choses un peu plus rock. Je pensais au Velvet Underground, quand Andy Warhol les faisait jouer, il projetait des films derrière eux, et il y avait un danseur devant. Ces vieux films de l'époque. Donc, le mélange des arts, Warhol l'avait aussi un peu inventé. Et il faut penser à ça, et puis à Kandinsky. Voilà, il y a pas mal de gens qui ont voulu mélanger les arts entre eux. Il y a beaucoup de questions de couleurs, évidemment, puisqu'on parle d'un peintre dans votre livre. Vous parlez d'unité cosmique, une unité cosmique entre les mots et les couleurs. Elle ne pouvait être atteinte que si le poème et le tableau s'égalaient en beauté et en puissance et se répondaient l'un l'autre. C'est ainsi que le chat ne bondissait plus sur un oiseau orange, mais sur un hibou couleur pourpre, dont la contrassonance en bulle faisait se tenir sur une branche noire d'ivoire. Et il y a beaucoup de couleurs dans ce livre. Que vous inspire le bleu, blanc, rouge du drapeau français ? C'est que le bleu et le blanc sont des couleurs féminines pour vous. Oui, très juste. Oui, parce que j'ai fait mon tableau. Mais c'est des couleurs extraordinaires. C'est à la fois de l'histoire, de la politique, du sang, des révolutions, des idées. C'est un mélange, c'est toute notre tradition. C'est un siècle, 2 siècles. Enfin, c'est les millénaires français, les 2000 ans français, enfin, je ne sais pas combien de temps dure l'histoire de France. Et ça, c'est quand même mieux que ce qui se passe à Raqqa, quoi. Faut être clair. Oui, et voilà. Et puis, les couleurs, c'est plus joli que juste... que l'absence de couleurs. Que le noir du voile intégral. Ouais, qui absorbe toutes les couleurs. Marc Trévidic, juge d'instruction, spécialiste de l'antiterrorisme, auteur d'essais et romancier depuis peu, donc auteur de Alam aux éditions Jean-Claude Lattès, un très joli roman. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. 18h politique continue avec Mickaël Larmont dans un instant.